Et parce qu'en fait, finalement, je ne dirais pas que ça m'a transformée, mais ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Papotes. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et évidemment, ça nous fait toujours chaud au cœur. Aujourd'hui, je papote avec une invitée spéciale. J'ai rencontré Marie il y a quelques mois dans le cadre d'un coaching et Marie est venue nous expliquer que oui, à 50 ans, une femme peut encore réinventer sa carrière, qu'on peut être multicasquette, qu'à la place de où on peut mettre des et, on peut être créative, on peut être structurée, on peut avoir du leadership et surtout, vous allez découvrir la vie passionnante d'une femme journaliste, curieuse, passionnée d'art et qui est devenue aujourd'hui consultante. Mon invitée du jour, vous la connaissez car elle écrit dans des magazines lifestyle. Il s'agit de Marie Honnet. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à bientôt. D'abord, Marie, j'ai envie de te dire merci d'être venue de Liège vers Malmedy pour papoter avec moi. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'échanger autour de ces nombreux sujets. Alors, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais j'ai la naïveté de penser qu'on se connaît quand même pas mal. Oui, en l'occurrence, j'ai vraiment eu souvent l'occasion pendant le coaching d'avoir l'impression en effet que tu voyais clair en moi. Je pense que c'est ça aussi, cette particularité, c'est de rencontrer quelqu'un puis de sentir qu'il y a un feeling et qu'il y a une connivence. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Et ça m'a aussi appris à peut-être aussi à apprendre d'autres choses sur moi-même et à aussi accepter des choses que j'avais en moi et que je n'acceptais pas toujours. Okay. Notamment mes singularités. Et ça, je pense qu'on en reparlera après. Oui. On aura certainement l'occasion de reparler. Moi, j'aime bien de commencer par le début. Tu es multicasquette et ça aussi on aura l'occasion d'en parler, mais il y a quand même une histoire qui est peut-être connue un peu plus du public et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi la première fois, c'est ta casquette de journaliste. Oui, là je pense qu'on peut parler vraiment d'une sorte de passion dévorante qui n'a d'ailleurs absolument pas terni avec le temps, qui est quelque chose que j'ai depuis l'enfance et il paraît que c'est un cadeau de la vie d'avoir ça. En tout cas moi je l'ai eu très vite, j'ai su que j'aimais écrire et étrangement sans savoir pourquoi, sans qu'il y ait de personnes qui fassent ce métier dans ma famille, j'ai su que je voulais être journaliste et plus précisément pour la presse magazine. Okay. Donc je ne me voyais ni à la télé ni à la radio, même si après j'en ai fait un petit peu et que j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Et qu'aujourd'hui je fais un podcast, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'était les magazines, j'étais complètement fascinée par ça jusqu'à ce que j'y arrive. Oui. Et à quel moment tu as su de toi que tu avais cette capacité, ce talent, l'écriture? À quel moment tu as compris, tiens, ça semble facile pour moi? Je ne sais pas si c'est facile d'ailleurs, c'est moi qui le dis. C'est facile et en fait je peux raconter une anecdote que j'aime bien raconter. C'était, je devais peut-être avoir 7 ans, on devait faire à l'école primaire une rédaction sur une biche perdue dans la forêt et on devait faire un dessin. Et donc en fait j'ai fait une sorte de pacte avec la fille qui était assise à côté de moi. Je lui ai dit toi tu me dessines ma biche et moi je te fais ton texte. D'accord. Donc en fait c'était déjà écrit, j'ai envie de dire, et ça ne s'est jamais démenti. Je faisais les concours de rédaction à l'école, en primaire qu'en secondaire, il y avait une sorte d'obsession. D'accord, ok. Qui est toujours présente, cette passion en tout cas. Qui est toujours présente et c'est vrai que tu disais je suis connue pour ça, c'est vrai que souvent les gens me définissent comme ça et j'ai envie de dire, puisqu'ici on est dans le cadre d'une discussion autour d'un coaching qui a parfois été assez compliqué, notamment ces dernières années, parce que comme je ne me suis définie que par ça, tant professionnellement que dans le privé, j'ai souvent eu l'impression que si je n'étais pas journaliste ou si j'étais moins journaliste, eh bien on n'allait plus m'aimer ou moins m'aimer et que je n'allais plus avoir de valeur du tout, ni privée ni professionnelle. Et ça évidemment, ça a été un gros passage compliqué à gérer, quoi. C'est fort ce que tu dis là, parce que ça veut dire que ma casquette professionnelle ou ce que je sais bien faire me colle tellement à la peau que si elle n'existe plus, alors je ne sais plus tout à fait qui je suis. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, absolument, parce qu'en fait, comme c'était ma passion, j'en parlais tout le temps. D'ailleurs, parfois, j'imagine que je devais saouler des gens dans mon entourage privé qui avaient envie de dire oui, mais enfin, on a peut-être envie de parler d'autre chose. Mais quand j'arrivais, c'est toujours le cas aujourd'hui, quand j'arrive à une soirée, les gens me parlent de ça, moi je leur parle de ça, on me demande des conseils parfois aussi, parce que qui dit journaliste dit savoir communiquer, donc certains indépendants
indépendants me demandent des conseils sur leur manière de communiquer. Comme j'ai toujours plein d'idées, je leur en donne, donc ça alimente la conversation. Et ça m'a toujours follement amusée. Et donc c'était ça, c'était cette ambiguïté entre ce que j'aime faire, ce que j'avais envie de donner, tant à l'écrit que dans le cadre de la communication. Et parfois les difficultés structurelles liées au fait que peut-être on ne peut plus ou autant faire ce métier qu'avant, ou qu'il change en tout cas. Oui, et là c'est un sujet important, et pas que pour le journalisme, il y a plein de métiers qu'on accompagne aujourd'hui qui sont en pleine mutation. Puis nous, on croit toujours qu'on peut influencer très fort le marché. Or, moi j'ai l'impression d'avoir appris depuis toutes les années où je fais de l'entrepreneuriat que le marché dirige. Et dans ton cas de figure, le marché c'est la multiplication des canaux. Aujourd'hui, des journalistes, moi je suis ma petite journaliste sur ma page Facebook qui est un peu suivie, etc. Et donc comment tu as vu arriver ce changement? Oui, donc en fait, fondamentalement, ce qui est assez amusant dans mon cas, c'est que donc, après mes études en philologie germanique, j'ai travaillé quelques années en tant qu'employée dans des boîtes au niveau communication. Et puis, je suis seulement devenue journaliste vers l'âge de 30 ans. Et quand j'ai commencé, il y avait déjà les prémices de ce changement. Il était déjà là. Et donc moi, en fait, j'ai un peu l'impression que j'ai toujours travaillé avec cette idée qu'un jour, ça changerait et que ça changerait peut-être pour moi. Mais dans les premières années, moi, à mon niveau, ça se passait extrêmement bien. Et puis ces dernières années, et surtout depuis le Covid, évidemment, il y a eu là une accélération des changements. Mais je pense que quand on est passionné, et c'est probablement ça la particularité, et quand je suis venue te voir, on en était là, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on essaie, non pas de se voiler la face, parce que j'en parlais, mais en fait, justement, mon entourage me disait, en fait, tu racontes en boucle que ça ne va pas, mais tu ne fais rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais passionnée, et c'est comme si on m'avait demandé en fait d'abandonner volontairement quelque chose que j'adorais. Donc je pense que j'en étais consciente, mais alors il y a tout ce travail, et ça tu dois souvent être confronté à ça, en fait tout ce travail de oui, je suis consciente que c'est en train de changer, oui, je suis consciente que ça va être néfaste pour moi, mais je m'y accroche quand même parce que je sais qu'il y a encore des belles choses. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis encore journaliste, toujours passionnée, et qu'il y a encore des belles choses qui se passent tous les jours. Mais certes, plus suffisamment pour que financièrement, ce soit confortable. Ça ne peut plus aujourd'hui occuper tout ton temps. Voilà, c'est ça, exactement. Alors tu soulignes deux choses importantes. Il y a d'abord la première chose où tu dis que je rencontre beaucoup de personnes. Il y a une partie des personnes que je rencontre qui ne sont plus bien dans l'environnement dans lequel elles sont, elles n'aiment plus le métier, plus l'environnement, etc. Et nonobstant cela, ça reste difficile de faire ce chemin. On est dans une situation qui ne nous convient plus, mais c'est la nôtre. Et puis il y a d'autres personnes qui, comme toi, disent « moi j'adore, je kiffe ce que je fais, mais le marché on a décidé autrement ». Et donc là c'est encore plus difficile parce que c'est un choix qu'il faut faire à un moment donné, mais c'est un choix qui est complètement imposé. Et il y a plein de métiers aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui a toujours changé, mais aujourd'hui, la vitesse de changement, c'est vachement accéléré. Et je pense que dans mon cas, j'en étais encore plus consciente que pas plus tard que le week-end, je discutais avec une juriste, et quand je lui parlais de mon métier, et je en parlais de manière assez transparente, je parle là de mon métier de journaliste, j'en parlais de manière assez transparente, et j'avais beau lui dire qu'en fait, financièrement, c'était très compliqué, etc., et que du coup, justement, j'avais développé d'autres choses. Elle n'arrêtait pas de me dire « oui, mais moi, je déteste mon métier et tu as tellement de la chance, tellement de la chance. » Donc en fait, on se rend compte que comme moi, quand on dégage, et j'ai toujours travaillé là-dessus, et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent bien, moi, les réseaux sociaux, c'est une manière de partager mon enthousiasme pour l'art contemporain, pour la gastronomie, pour les voyages, pour l'univers lifestyle. En fait, on dégage tellement une image forte et positive qu'en fait, les gens ont un peu de mal à s'imaginer qu'à l'intérieur, il y a toutes ces difficultés, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, tu as raison de le souligner, tu as un métier qui fait un peu rêver, tu voyages, tu rencontres des personnalités, tu as trait à de beaux objets, tu as beaucoup de contacts avec la beauté, etc. Donc on s'imagine que tout ça est idéal. Et derrière tout ça, il y a une réalité d'indépendante, de freelance, de consultante. Comment est-ce que toi tu allies les deux, cette partie quand même magique de ton métier et puis la partie qui concerne tout entrepreneur de cette terre? Justement, je pense que c'est aussi passé par, en tout cas la transition s'est effectuée pendant que je faisais le coaching, et je pense aussi aidée par le coaching. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai fait en sorte de valoriser les choses, et j'ai presque envie de dire qui découlaient de mon métier de journaliste et de toutes ces contraintes
contacts que j'avais emmagasinés. Jusque-là, je pensais que mes contacts me serviraient juste à prochain article. Je me disais, bah oui, tel artiste que je connais, telle fondatrice d'une marque de beauté, ça c'est mon carnet d'adresses, et c'est si un jour j'ai un nouvel article à écrire sur le sujet, je peux les contacter, c'est super. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient servir à d'autres secteurs, notamment le secteur de l'hospitality, entre autres, pour lequel aujourd'hui je suis consultante. Et ça, je l'ai aussi découvert par l'intermédiaire du coaching. Je pense que la chose fondamentale que j'ai comprise pendant le coaching, c'était ma manière de penser. Grâce au coaching et grâce à toi, j'ai compris en fait que ma manière de penser n'était pas une manière de penser linéaire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire, je reprends tes mots, aller à un point A, un point B, que moi, aller à un point A, un point B, ça voulait dire en fait passer par C, D et toutes ces choses qui en fait... Peut-être des lettres qui n'existent pas d'ailleurs. Voilà, et des lettres qui n'existaient pas, exactement, et que j'invente au fur et à mesure. Et en fait, j'ai capitalisé là-dessus pour développer d'autres activités de consultance, etc. Voilà. Et mon activité par exemple de podcasteuse, là je l'ai mise en fait dans une autre catégorie qui est ces choses qui aujourd'hui ne sont pas rémunératrices mais que j'ai développées dans cette partie de ma vie où j'étais un peu dans le flou en me disant un jour ce sera capitalisable. Pour l'instant c'est quelque chose que je fais à titre bénévole mais qui aussi m'apporte finalement une corde de plus à mon arc, etc. Oui. Et qui te donne sans doute de l'énergie, etc. Énormément d'énergie. Ultra créatifs, on a besoin d'avoir beaucoup de diversité. Voilà, énormément d'énergie. Et parfois de faire des choses qui ne sont pas là tout de suite avec un objectif financier ou autre d'ailleurs, mais le truc parce que j'en ai envie. Quoi. Je crois que c'est très porteur pour nous de faire des choses parce que j'en ai envie. Oui, et donc cette mise en réseau va de pair avec ça, puisque qui dit podcast dit contact, et comme voilà, je l'ai compris aussi grâce au coaching, mes idées et mon réseau étaient un peu ma force, c'est vrai que voilà, je capitalise là-dessus aujourd'hui. Oui. Et alors tu dis, tiens, à un moment donné j'ai fait ce coaching, mais je sais que ça faisait un moment que notre ami commun, Joël, te disait, mais il faut y aller la voir. Et puis, je sais que tu es une femme de décision, qui prend les choses en main, une femme engagée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, maintenant j'y vais ? Alors, je vais déjà dire peut-être ce qui me faisait hésiter, c'est qu'en fait j'avais un peu l'impression qu'on allait soit me donner des réponses toutes faites, des réponses très formatées, etc. Et puis ça s'est fait de manière beaucoup plus subtile en fait. J'ai eu l'impression de grandir en même temps. Mais j'avais un peu l'impression, oui, que j'allais entendre des choses, que j'allais lire dans... Moi je lis très peu de livres de développement personnel, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai souvent l'impression que ce sont parfois un peu des recettes, même si j'ai beaucoup de respect pour ça. Et là en fait j'ai eu l'impression justement que c'était l'anti-recette, qu'on ne m'imposait rien, etc. Et donc à un moment, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est effectivement cette impression un peu de tourner en boucle dans cette absence de repères. En fait, je me sentais perdue. C'était vraiment comme si on va prendre, j'adore les métaphores, c'est un peu comme si en amour, je sentais que mon compagnon était en train de me quitter et qu'en fait, je disais, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, mais que je ne faisais rien, soit pour moi aussi vivre ma vie de mon côté, soit pour le retenir. Et là, en fait, avec le journalisme, c'était vraiment ça. Je voyais que financièrement, c'était vraiment plus possible et je ne faisais rien. Et je disais, oh, c'est horrible, c'est horrible. Et je me suis dit, à un moment, arrête de dire que c'est horrible, fais quelque chose. Ok, d'accord. Et justement, financièrement, et on en avait parlé aussi, c'est un investissement, le coaching. Est-ce que tu considères que c'était un investissement ou que c'était une dépense ? Alors je dirais que c'était un investissement. À nouveau, j'ai beaucoup hésité parce qu'en fait c'est un petit peu ça qui est paradoxal. Oui. C'est qu'en fait on est dans une difficulté financière. Enfin, tout est relatif, mais tout de même c'était pas la. C'est plus comme avant. C'était plus comme avant. Oui. Et on se dit quand même qu'on doit faire cette dépense, mais en effet je l'ai vraiment vu comme un investissement. Et surtout, mais ça je le réalise aujourd'hui, je pense que ça mûrit encore. Donc ce que j'ai terminé cet été avec toi est encore en train de mûrir et certaines choses continuent de faire leur chemin. Et parce qu'en fait, finalement, je ne dirais pas que ça m'a transformée, mais ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. D'accord. Et notamment, puisqu'on a fait aussi ce travail avec Color Profil, sur ta personnalité, sur tes motivations intérieures, sur ta manière spécifique de réfléchir,
Qu'est-ce que ça a mis en lumière pour toi? Ça t'a peut-être rappelé certaines choses parce qu'on oublie, parfois on le sait, ou est-ce que ça a mis en lumière de nouvelles choses sur qui tu es toi? Je dirais qu'à la fois ça a pointé du doigt des choses que je savais peut-être mais que je n'avais pas vraiment réalisées, et puis des choses que parfois qui, je pense, dans notre société sont peut-être moins bien vues ou jamais mises en lien. Exemple, que j'avais de la créativité, je l'ai toujours su, puisqu'évidemment c'est toujours ça que les gens m'ont dit et me posent des questions et m'interrogent et me demandent conseil, etc. Donc ça, je le savais. Mais je pense que cette créativité était beaucoup plus subtile que ce que je l'avais identifié au départ. Et qu'il y avait aussi des choses dans ma personnalité qui, parce que dans notre monde justement on dit oui, les créatifs ce ne sont pas des gens qui adorent prendre des décisions, et en fait je me suis rendu compte que j'avais une forte capacité de décision et que j'aimais aussi, je dirais pas diriger, mais en tout cas être leader, etc. Que ça c'était quelque chose qui me convenait et qui faisait partie de ma personnalité. Et ça c'est pas quelque chose que j'aurais jamais identifié seule, justement. D'accord. Oui, parce qu'on nous dit souvent, notamment avec une approche telle que Color Profil, on dit souvent je ne veux pas être mis dans des cases. Et donc ce que tu viens décrire, c'est le contraire d'être mis dans une case. Je crois qu'à la place de mettre des ou, organisées ou créatives, on a construit en sorte des et. Oui, il y a toute cette créativité qui est la tienne, mais il y a aussi le leadership qui est présent, et il y a aussi la capacité à construire ou à aider d'autres à construire un projet plus abouti. Et c'est vrai que de par le passé, on disait toujours, bah oui, un créatif, voilà, il peut créer. Tout à fait. Et on a vu chez toi que tu es multifacette, multicasquette. Oui, et même dans des choses qui peuvent faire sourire, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai toujours été vue, dans mon métier, on m'appelle la machine. Donc, c'est clair que, bon, voilà, je pense que ça dit tout, c'est-à-dire que quand on me confie un article, j'y vais comme si c'était ma seule raison de vivre jusqu'à ce qu'il soit écrit, etc. Et en fait, j'avais toujours un peu opposé ça à l'empathie. Je m'étais dit, oui, moi, par rapport à des gens qui sont dans des métiers plus sociaux ou qui sont très empathiques à la base, moi, je ne suis pas empathique. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait le voir, et surtout que je le voyais. Et en fait, j'ai quand même un vrai désir d'harmonie. Et ce désir d'harmonie est finalement ressorti quand même, alors pas aussi nettement que d'autres choses, mais il est sorti tout de même. Et c'est ça qui m'a aussi fait prendre conscience que parfois je pouvais prendre des décisions qui étaient justement dans cette idée d'empathie, pour que l'environnement soit on va dire, harmonieux, et qu'il n'y ait pas de tension entre les gens, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose aussi qui m'est très cher dans mes différentes collaborations. C'est qu'il y ait cette harmonie, et je peux facilement m'engager dans des choses, même si elles ne sont pas très rémunératrices. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est vrai. Quand il y a cette dimension d'empathie et aussi de richesse humaine. Là, notamment, j'ai un projet qui est en train de s'amorcer avec une jeune maison d'édition liégeoise qui s'appelle Palmyre. Ce sont trois fondateurs, ils ont entre 21 et 24 ans. Okay. Je trouve que leur projet est vraiment fantastique. Ils ont une vision, et il y a différents aspects dans lesquels je pourrais m'impliquer. Et je le fais parce que je sens cette connivence intellectuelle, amicale, etc. Et je sais que même si dans un premier temps, ça ne va pas être équivalent à d'autres choses que je fais, je sais qu'il y a une progression et je sais qu'il y a quelque chose à faire avec eux. D'ailleurs, quand tu parles, je sais qu'il y a une connivence, etc., tu as aussi une intuition qui est assez forte. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner des partenariats, comme tu as sélectionné des personnes que tu as mis en lumière au travers de tes articles? Ici, c'est un partenariat. Sur quelle base est-ce que tu vas choisir ou un client ou un partenaire ou quelqu'un que tu vas mettre en lumière? Alors, je dirais surtout sur le secteur d'activité. Ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire qu'en fait, quand le secteur me passionne, qu'il s'agisse d'hôtellerie ou qu'il s'agisse d'édition de livres ou qu'il s'agisse d'art contemporain, de design, etc. D'exposition de photographie. Voilà, etc. Donc là, il y a vraiment... Et puis ensuite, c'est cette capacité de sentir que mes idées vont pouvoir être partagées et qu'il va pouvoir y avoir cette connivence à un moment, etc. Okay. Maintenant, je pense qu'à contrario, ce que je dois apprendre, et ça aussi, je pense que dans la toute dernière ou dans les toutes dernières séances de coaching, c'était vraiment apparu. Il y a ça c'est la base. Et puis après, il y a aussi une certaine protection qu'on doit se faire par rapport à cette idée, puisque comme tu l'as dit, les métiers changent, et aujourd'hui, il y a ces nouveaux métiers liés aux idées.
dont je fais partie, où là c'est très difficile parfois à quantifier, à valoriser, et ça c'est quelque chose que je dois encore apprendre. Je suis dans le processus, mais c'est vraiment quelque chose que je dois encore apprendre. Donc là aussi ça fera à terme vraiment partie des choses qui seront fondamentales. Est-ce que cette structure, cette société, cette personne qui fait appel à moi va être capable de, tant sur le plan financier qu'intellectuel, respecter et valoriser ce que j'apporte, quoi. Quand on rencontre des personnes qui veulent se réorienter, elles arrivent et puis elles disent moi j'ai tellement aimé faire ça que je ne sais faire que ça. Et souvent un chemin à faire avec nos clients, c'est ouvrir les yeux sur tout ce que tu as appris d'autre que faire ton métier de par ton expérience. Donc on a parfois des personnes qui viennent à 40 ans ou à 50 ans en disant mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est d'une richesse aujourd'hui énorme, tous les petits cadeaux annexes, toutes les compétences qu'on a acquises sans même s'en rendre compte parce qu'on était passionné par son métier, etc. Et je crois qu'aujourd'hui tu as un exemple parfait de champ des possibles incroyable de par ton expérience. Oui, mais je pense, alors cette phrase, je ne sais pas si je l'ai dite telle quelle, mais je devais certainement faire partie des coachés qui te l'ont dite d'une certaine manière, parce qu'en tout cas, et si ce n'est pas à toi que je l'ai dite directement, je l'ai dite et je l'ai écrite certainement des centaines de fois avant de venir ici, totalement, parce que je pense qu'effectivement, en fait, comme je l'ai dit au début du podcast, quand on se définit tellement par ce qu'on aime et par ce qui coule. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je faisais un travail pour une amie qui est styliste et à un moment donné, il fallait, c'était une séance photo, parce que ça aussi, ça m'arrive parfois de diriger des séances photo. J'ai aussi cet œil dans la direction artistique, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de mes consultances aussi. Et puis, il fallait écrire un texte. Et donc, je me suis tournée vers mon ordinateur et j'ai fait ce texte. Et je me souviens que quelqu'un qui était là a dit « mais en fait, elle écrit comme elle respire, en fait ». Et donc, en fait, je me suis tellement définie au travers de ça, en effet, que je me suis dit, en fait, tu ne sais rien faire d'autre. Et puis après, en effet, par le coaching et par à la fois ces tests de profil et puis par ce que je t'ai dit sur mon parcours, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai ce réseau énorme, j'ai ces idées, j'ai cette capacité de penser autrement. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué de tout ce coaching, c'est cette idée que j'étais en fait différente dans ma manière de penser. Et que c'est une richesse. Et que c'est une richesse. Que absolument. Tu peux apporter aux clients que tu accompagnes et dans tout ce que tu fais d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors que c'est quelque chose qui est très difficilement explicable aussi, cette manière. Et pendant longtemps, je pense que moi-même, je n'en étais pas consciente. Cette capacité de voir quelque chose en tout. Quand dernièrement... cette maison d'édition m'a dit tiens, en fait on voudrait aussi en plus des romans et de la poésie faire des beaux livres, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te plairait de réfléchir à cette collection? Au moment où on me le disait, j'avais déjà en fait le plan qui se définissait devant moi et certaines idées de livres qu'on pourrait faire. Donc pour moi c'est quelque chose de très naturel, mais en effet ce n'est pas faire des tableaux Excel, etc. C'est une autre manière. Cela dit, j'ai entendu un podcast justement du grand patron du groupe Accor dernièrement qui disait qu'il ne savait pas faire un tableau Excel et que et que c'était pendant longtemps il avait été complètement frustré et un peu mal à l'aise par rapport à ça, et puis qu'en fait il s'était aussi après rendu compte que son management était autre, etc. Oui, et qu'il peut avoir à ses côtés des personnes qui adorent et qui savent bien faire. C'est un peu schéma parce que évidemment tout le monde sait faire un tableau Excel de base, mais c'est une manière c'est une métaphore pour dire que c'est vrai que c'est pas, en effet, c'est pas pour ça qu'on vient me chercher en fait. Ça fait écho avec ce que tu dis, ce que tu viens de dire, ça fait écho avec un accompagnement que j'ai fait cette semaine où il était question d'augmenter ses tarifs, et là l'entrepreneur, la dame entrepreneur que j'accompagne me dit mais je ne peux pas demander ce montant-là, et je dis ok, pour quelle raison? Puisqu'on avait fait des tableaux Excel, on avait déterminé que c'était nécessaire ce tarif et que ça correspond au prix du marché. Elle dit parce que c'est tellement facile pour moi de faire ce que je propose à mes clients que ça ne vaut pas le prix. Mais je dis ok, quand c'est facile de faire quelque chose, ça devient de l'ordre du talent. Et si c'est facile pour toi, c'est peut-être pas facile pour le client qui est face à toi. Et donc cette notion de parce que c'est facile, je pense à ça parce que tu dis elle écrit comme elle respire, ou
tu as ces jeunes entrepreneurs qui disent tiens, est-ce que tu veux travailler sur cette collection? Et tout de suite, je comprends que tu visualises comment on peut aller. Donc, c'est facile parce que c'est naturel, parce que c'est de l'ordre du talent. Et ne pas confondre parce que c'est facile, ça ne vaut rien. Oui, tout à fait. Justement, parce que c'est facile pour moi, j'ai vraiment quelque chose à offrir aux autres. Et c'est aussi dans la manière de l'exprimer, parce que ce que tu dis, c'est super intéressant, parce qu'avant, je disais, c'est facile parce que j'aime bien. Et aujourd'hui, je dis, c'est facile parce que ça fait partie de mes talents. Et c'est pas du tout la même chose, parce que j'aime bien, c'est pas du tout valorisé dans notre société. Ah bah oui, elle aime bien, elle trouve ça fun, donc en fait, on va pas la payer. Voilà. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important de conscientiser que probablement ce qui est facile, et si en plus on aime bien, on va bien le faire. Mais c'est ça qu'on a échangé, c'est le troc, quoi. C'est ce que j'ai à te proposer contre le montant que tu vas me rémunérer. Et aujourd'hui, alors, Marie, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques mois, tu en es où et surtout vers où est-ce que tu te vois avancer? Ben, en fait, je réalise encore plus que c'est vraiment important de garder le cap, parce que en effet, depuis qu'on s'est vu, le marché a encore changé, la situation des journalistes ne s'est pas améliorée, mais j'ai encore des très belles collaborations. Donc là, j'ai bien fait en effet de ne pas tout jeter, parce que tu aurais très bien pu me dire bon bah Marie, voilà, soyons concrets, le journalisme c'est fini, fais une croix et deviens consultante à 100%, et voilà. C'est pas du tout ça que tu as fait, justement parce que, comme je le disais, il n'y avait pas de recette toute faite, il y avait juste un accompagnement. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, j'ai à la fois cette joie de faire beaucoup de choses, ce talent de faire beaucoup de choses, et à la fois cette difficulté aujourd'hui de gérer ce côté multicasquette qui voilà, est aussi très nouveau. Avec aussi un moment de ma carrière, moi je n'ai pas de problème à dire mon âge, j'ai 50 ans, c'est de se dire voilà, à 50 ans, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce qui me plaît encore, qu'est-ce qui ne me convient plus, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs dans lesquelles je veux m'inscrire, et surtout à un moment aussi peut-être me faire violence et dire bon ok, ça, ce projet-là, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais en fait, là, c'est juste le projet non rémunéré de trop. Et j'en ai déjà accepté et je l'ai fait bien. Et celui-là, ça va être celui que je ne peux plus faire. D'accord. Un peu de recul avant de passer à l'action, oui, cette réflexion. Qui est pour moi très difficile. Le fait de ne pas prendre de recul, c'est probablement un de mes plus grands défauts. Je suis quelqu'un qui suis dans l'action, dans cette espèce de dynamique qui fait que j'arrive aussi à fédérer beaucoup de monde. Je pense aussi qu'une des choses qui est apparue dans le coaching, c'était cet enthousiasme. Alors cet enthousiasme qui là aussi n'est pas souvent valorisé. L'enthousiasme professionnellement, on ne dit pas souvent oh, elle est enthousiaste. Oui, ça fait partie des choses. Et moi, je me suis rendu compte en fait que quand on devait amener des gens dans un projet, l'enthousiasme, c'était en fait très porteur, parce que quand je m'enthousiasme pour un projet et que je veux amener les gens dedans, mon réseau, j'y arrive très facilement parce que les gens me suivent. Donc ça aussi, c'est... Et si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a habité depuis toujours, puisque tu as dit au début de podcast, à 7 ans, j'ai déjà convaincu ma copine de dire tu fais le dessin de la biche et moi je fais les textes. Oui, c'est ça. Je me dis waouh, 7 ans. Donc ça aussi, c'est sans doute quelque chose qui t'habite depuis, oui, tout à fait. Depuis très longtemps. Et savoir aussi pourquoi les gens étaient bons. Et savoir aussi, comprendre aussi les gens, même si c'est pas toujours facile, parce que travailler avec des artistes, des designers, c'est aussi beaucoup de sensibilité. Mais comme je pense moi-même être une grande sensible et avec une certaine fragilité, même si ça aussi, les gens me disent, mais toi, t'es pas fragile. Mais en fait, oui. aussi. C'est ou de nouveau, voilà. c'est pas et forte et fragile à la fois. Et donc, je comprends aussi les gens qui sont face à moi, et ça aussi, je pense, c'est un atout. C'est une forme d'empathie aussi, oui, finalement. Il y a cette notion aussi, le monde a changé, les paradigmes ont changé, mais il y a encore tellement de choses qui doivent changer, notamment le multicasquette. Il faut te focaliser sur une chose, ou sinon, oui, ok, mais la réalité, c'est pas celle-là. En tout cas, ta réalité et la mienne, c'est pas celle-là. Il y a la notion d'enthousiasme, c'est pas une compétence ou c'est pas valorisable. Ayez 10 personnes non enthousiastes dans votre équipe, vous verrez à quel point c'est valorisable d'avoir une personne enthousiaste. Il y a encore tellement de choses qui doivent changer. Oui, et justement, je vais te raconter une anecdote qui est assez amusante, qui m'est arrivée il y a quelques semaines.
Je discutais, j'ai envie de la citer d'ailleurs, Carole Piron, qui est une des deux fondatrices de la marque Fille à Papa. Aujourd'hui, justement, elles ont fait évoluer leur marque. Maintenant, elles sont sur leur autre marque qui est Tomboy. Mais Carole, c'est aussi une entrepreneuse et elle fait d'autres choses dans le domaine de la création, etc. Et en fait, on ne s'était plus vu depuis longtemps. Donc, moi, elle m'avait laissé « Ah, je suis journaliste à 100%. » Et donc, je lui dis « Oui, aujourd'hui, je fais d'autres choses. » Et en fait, même si le coaching avec toi était fini et même si j'avais fait un grand trajet de mon côté, je pense l'avoir dit probablement avec un ton de voix qui était un peu le ton de l'excuse, genre malheureusement je ne suis plus à 100% journaliste. Et là, elle m'a dit un truc avec naturel déconcertant, elle m'a dit en fait Marie, c'est très cool de faire plein de choses, on va quand même pas faire la même chose toute sa vie. Et là, en fait, tout de suite, ça avait un peu désamorcé le truc et je lui ai répondu, oui, c'est vrai, en fait, on ne doit pas faire la même chose toute sa vie. Et c'est amusant parce que c'est la preuve aussi, et ça aussi, c'est une des forces du coaching, et je te remercie pour ça, c'est que c'est aussi, en fait, déplacer le point de vue, en fait. Oui. Grâce à la personne qui te regarde, je dirais toi, mais en fait, j'ai pas dit, mais finalement aussi, c'est un travail d'équipe chez vous, donc il y a plusieurs personnes qui ont jeté un œil sur... Voilà. Et ça, c'est un point important pour nous, cette notion de coaching pluriel. D'ailleurs, je pense qu'on est les pionniers. Je n'ai pas connaissance d'autres projets qui proposent ça, mais c'est vraiment devenu un constat du terrain. De dire, OK, nous-mêmes, on a nos personnalités différentes, on a des thématiques qui vont être plus dans notre zone d'expertise ou de spécialité, et on a constaté qu'une énergie différente, un regard différent, ça amène beaucoup plus... Allez, ça agrandit le spectre de l'accompagnement pour nos clients. Donc c'est vrai que c'est devenu quelque chose important dans notre manière d'accompagner les choses. Les choses, non, je recommencerai ça, Nicolas. C'est devenu quelque chose d'important dans notre manière d'accompagner les clients. Oui, tout à fait. Tu as dit, j'ai 50 ans, et puis certaines personnes se disent, oui, à 50 ans, je ne vais plus remettre tout ça en question. Claudie l'a accompagné il y a des années, un monsieur qui est venu nous trouver à 60 ans, en disant, toute ma vie, j'ai fait un travail qui ne me plaisait pas. Il me reste, à l'époque c'était encore 5 ans, maintenant c'est devenu 7, il me reste 5 ans et je viens vous voir parce que je veux que ces 5 années-là, ça soit le feu d'artifice de ma carrière professionnelle. Alors d'abord, je ne te dis pas la pression pour nous, on se dit, oh là là. Bon, et puis c'est une co-construction, comme tu le sais, on vient pas avec des recettes et tu l'as bien souligné, mais... en fait, on s'est dit oui, 5 ans de vie, c'est long, c'est précieux, quoi. Tout à fait, oui. Et quand Carole te dit on ne va pas faire toute notre vie la même chose, ben non, en fait, si ça ne nous plaît plus, même pour 5 ans, allez, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, ok, au-delà de ça, ça devient la folie d'avoir aussi peu d'estime pour sa vie que de se dire, ok, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Oui, et aussi par rapport justement à contrario, ou dans cette même idée, mais dans mon cas, c'était vraiment se dire, non, je ne vais pas abandonner le journalisme, même si tous les indicateurs auraient pu m'obliger à le faire, etc. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie parce que je me rends compte quelle joie ça me procure. Et je sais que les gens que j'interviewe le sentent, je sais que les gens qui me lisent le sentent. Et ça fait vraiment partie de moi. Et pour la petite histoire, ce qui est amusant, et je pense qu'il y a peut-être aussi un lien avec le coaching ou avec le fait que je suis restée journaliste, ou peu importe, mais il faut savoir qu'à partir de cet été, j'ai commencé à écrire des nouvelles de fiction. Ah oui. Je ne sais pas où ça va me mener, mais probablement qu'une de mes nouvelles va être publiée, justement chez Palmyre Éditions, que je salue. Et en fait, là aussi, je pense qu'il y a cette dimension à un moment d'avoir élargi le champ des possibles et peut-être de m'être dit, en fait, oui, je peux le faire. Je ne l'ai jamais fait, je ne me suis jamais autorisée, j'ai jamais pris le temps, je me suis toujours dit le journalisme d'abord. Et en fait, ici, je peux être journaliste, je peux être consultante, je peux peut-être faire de la curation d'art contemporain, je peux travailler avec une maison d'édition, je peux aider des indépendants à co-construire leur communication ou leur image, et je peux écrire de la fiction. Voilà. Et justement, dans ton nouveau métier de consultante, qui peut faire appel à toi, Marie ? Alors, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure,
quand tu m'as posé la question par rapport à comment choisir ces partenariats ou ces collaborations, j'ai dit c'est le secteur d'activité. Et donc le premier secteur d'activité qui est apparu, c'était l'hospitality, le secteur de l'hôtellerie, parce que en tant que journaliste, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et que à nouveau mon œil en fait je ne regarde pas ce que les autres regardent, mais je regarde le reste, m'a fait prendre conscience de ce que pouvait être une bonne ambiance, de ce que pouvait être une bonne communication, une bonne image, des expériences. On utilise beaucoup ce terme-là en hôtellerie, à juste titre d'ailleurs. Et en fait, donc le premier secteur d'activité dans lequel j'ai eu envie de m'investir en tant que consultante, c'était l'hôtellerie. Et puis, avec toi aussi d'ailleurs, on a très vite identifié dès les premiers moments que c'était une base, mais qu'il y avait effectivement d'autres secteurs d'activité qui pouvaient faire appel à moi. Et donc, voilà, ça pourrait être une maison d'édition, ça pourrait être évidemment, bien sûr, une marque, qu'elle soit de vêtements ou dans l'univers lifestyle ou du design. On va dire tous ces métiers où j'ai acquis une expertise en tant que journaliste et que je connais très bien et sur lesquels je peux vraiment apporter une plus-value, des contacts et un regard sur l'image et sur l'identité. Oui, il y a toute cette notion faire vivre une expérience à ses clients. Il y a tout ton œil assez pointu sur l'esthétisme, ta grande curiosité aussi, comme tu le dis, où tu peux ramener à tes clients plein d'idées, quoi, de tout ce que tu as pu vivre, etc. Donc oui, en effet, tu avais identifié Hospitality d'abord en te disant oui, ok, et quoi d'autre? Oui, c'est ça. Et je pense que les choses, alors à nouveau, à différentes échelles et en fonction effectivement des situations et des domaines de chacun, mais c'est clair que voilà, cette maison d'édition, je pense qu'on a un petit bout de chemin à faire ensemble, c'est sûr, et aujourd'hui certainement d'autres clients, j'espère. Et j'aime pas cette idée de donner des conseils parce qu'on a chacun notre expérience, notre vécu, etc. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager à quelqu'un qui vivrait un changement, souhaité ou non souhaité, à 50 ans ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu aurais envie de partager de ta propre expérience par rapport à tout cela ? Probablement, alors si c'est quelqu'un qui a le même type de personnalité que moi, je vais dire que c'est dépasser la peur. Je pense que la peur peut vraiment être un grand frein et que parfois il faut accepter que cette transition n'est pas simple. Et tu me l'avais un peu dit, alors moi j'ai été rassurée parce que j'ai trouvé que ce que tu m'avais prévenu, tu m'avais dit ça pourrait être compliqué, ça l'a été beaucoup moins, je me suis pas sentie en danger émotionnel, etc. Justement au contraire, je me suis plutôt sentie dans un cocon bienveillant. Mais on va dire la peur venait plutôt de l'extérieur, de ces nouveaux paramètres, etc. Je pense qu'il faut dépasser cette peur en se faisant aider, bien sûr, mais soi-même, et forcément en le faisant en fonction de sa propre situation, etc. Moi, le fait que je travaille toujours en tant que journaliste, c'était un peu une base, et sur cette base, j'ai construit. Pour chaque personne, ça va être différent, évidemment. Mais je vais te dire que pour moi, c'était vraiment, et c'est toujours contre ça que je ne dois me battre aujourd'hui, c'est un peu cette peur, je dirais pas de cette peur de l'inconnu, parce que moi j'ai pas peur de l'inconnu, mais plutôt cette peur de moi-même de ne pas être à la hauteur de la situation, de cette nouvelle situation en fait. Et après coup, quand tu vis une nouvelle situation, quel regard est-ce que tu portes sur être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur ? Alors, je garde, et ça fait partie de ma personnalité, donc je n'ai pas trop envie de la gommer. Je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même, donc je me remets beaucoup en question et je me pose souvent les bonnes questions. Est-ce que tu es au bon endroit, au bon moment ? Comment est-ce que ça se passe ? Un peu s'auto-évaluer, etc. C'est aussi une manière de me protéger. Mais sinon, c'est vrai que voilà, j'essaye d'avancer plutôt sereinement dans les projets, etc. Oui. Est-ce qu'il y a une place à 50 ans pour réenchanter, réinventer, redécouvrir de nouvelles pistes professionnelles ? Oui, ça j'en suis convaincue. Je pense avec
Pour répondre, je vais prendre un exemple. Avant de venir te voir, j'étais aussi, je disais que j'étais un peu perdue, etc. Et notamment, j'étais perdue dans les annonces d'emploi qu'il y avait sur les sites, où en fait, je me sentais totalement pas en adéquation avec les job descriptions, où je me disais, en fait, c'est pas moi, j'y arriverai jamais, etc. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai aussi appris à contourner. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, avec mon profil, mon âge et mon type de profil, ce n'était peut-être pas ça ma voie à moi. Je pense que j'aurais dit autrement si j'avais fait, si j'étais juriste ou experte dans certains domaines qu'on recherche sur le marché du travail, on va dire les filières classiques. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, ma place, c'était d'aller vers des choses où justement les personnes qui faisaient appel à moi, eux-mêmes ne savaient pas très bien de qui ils avaient besoin, et puis tout d'un coup, en me rencontrant et en m'écoutant, ils disaient, en fait, c'est peut-être de vous ou de toi, et ça m'est notamment arrivé avec peut-être un futur client, je l'espère, que je vais voir dans quelques semaines, qui me disait presque timidement, est-ce que ça pourrait éventuellement être toi dont on aurait besoin? D'accord. Et j'ai dit, voyons-nous, discutons-en, et on verra si c'est en effet moi dont vous avez besoin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Tout simplement de pouvoir continuer à écrire, parce que c'est ça qui me fait me lever le matin. Et pour le reste, c'est de travailler dans des secteurs qui, j'ai presque envie de dire, qui tournent autour du beau. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que en fait, ma baseline, c'est la beauté est source de joie. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit dans les gens que je rencontre dans le cadre de mon métier de journaliste, ou dans mes missions de consultance, ou quand je collabore justement, par exemple, avec une maison d'édition, on est dans le beau et on a ces conversations autour du beau. Et je pense que c'est ça qui m'anime. Donc, continuer à faire quelque chose qui soit à la fois valorisant et rémunérateur et source de joie par le beau. Ok. Eh bien, écoute, je te souhaite tout ça à la fois. Moi, ma triade, c'est sagesse, force et beauté. C'est vers là que je tends, donc on va se retrouver en tout cas, mais d'autres choses sur la force, je suis convaincue aussi, et sur la sagesse aussi. C'était beaucoup de plaisir pour moi et pour l'équipe de t'accompagner. C'était au départ un peu de pression aussi, parce que tu es une personnalité publique, parce que tu es une femme forte et que tu avais clairement énoncé ton exigence. Et donc, c'est vrai qu'on est entré dans ce coaching et dans cet accompagnement en se disant ok, on va serrer les coudes et on va y aller, mais voilà, on a découvert une personnalité extrêmement attachante, et comme tu dis, où il y a beaucoup d'humanisme, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de savoir, il y a de la créativité, il y a du cadre aussi, enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc merci de nous avoir fait confiance, merci d'avoir pris ton temps pour partager. C'était un plaisir. Et je suis convaincue que les personnes qui vont avoir la chance de t'écouter vont être inspirées par ce que tu as partagé avec toute authenticité, parce que je t'ai reconnue pleinement dans les échanges. Donc merci beaucoup, Marie. Merci. Merci à vous tous.